investir? Oui, c'est une très bonne idée. Mais tous les business ne donnent pas un retour sur l'investissement de la même façon. Certains business nécessitent un travail acharné et d'autres moins. Si vous voulez connaître les business qui font un retour rapide sur l'investissement, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour Monsieur John. Bonjour Madame Jenny. Merci encore de m'avoir reçu dans votre bureau. Je t'en prie. Au fait, j'aimerais comprendre une chose. Oui? Existe-t-il un business idéal? Qu'est-ce que tu attends par idéal? J'essaie de m'expliquer. Mais j'imagine un business dans lequel tu ne souffres pas, tu gagnes beaucoup. Un business rentable, durable, et sans aucune difficulté. Voyez-vous ce que je veux dire? Ok, j'essaie de comprendre ton idée. Pour un entrepreneur, si tout est facile, s'il n'y a pas d'obstacle ni de difficulté, c'est un mauvais signe. Déjà du point de vue universel, il n'existe pas de business idéal. Donc pour mettre en place un business, il faut souffrir. Souffrir? Moi j'utiliserai travailler dur à la place de souffrir. Quand bien même dans le travail acharné, il y a une part de souffrance. Et la fatigue? La fatigue? Je dirais tout simplement c'est naturel. Un travail idéal dépend donc d'une personne à une autre, et selon plusieurs critères. Ah bon? Lesquels? Prenons par exemple la passion. Un business ou une activité qui est liée à une passion personnelle peut être plus motivant et même passionnant. Je vois, avec l'amour dans ce qu'on fait, il est possible d'être plus productif. Tu vois? Tu vas te rapprocher petit à petit de ce que tu cherchais. Un autre critère, les compétences. Ok. Si l'on capitalise sur les compétences déjà acquises, cela peut faciliter un lancement d'un business et même sa gestion. Je commence à comprendre. Une personne avec compétence est en avance, par rapport à celle qui n'en a pas. Bien. Un business qui répond très bien à la demande du marché, a beaucoup de chances de réussir. C'est aussi un critère à prendre en compte. La demande du marché. Effectivement, peut-être un autre critère à ajouter, c'est l'innovation. Un business qui est basé sur l'innovation peut vite se démarquer. Surtout dans un marché concurrentiel. C'est avec l'ensemble de tous ces éléments, et peut-être d'autres critères, que je n'ai pas cités qu'on peut définir un business idéal. C'est maintenant que je comprends que le business idéal n'existe pas réellement. Merci beaucoup Monsieur John. De rien. Mais il y a quand même des business qui font souffrir moins que d'autres? Alors, moins fatigants que d'autres peut-être? Oui, mais qui sont plus rentables. Genre, tu travailles moins pour gagner plus. C'est ça? Exactement. C'est tout à fait cela. Bien, c'est possible. Dans ce cas, est-il possible d'énumérer quelques exemples? Pour répondre à ta préoccupation, je te pose une question. Entre un détaillant et un grossiste, qui travaille le plus? Je pense le détaillant. Voilà. Tu as déjà tout compris. La préférence sera donc d'être grossiste que détaillant. Si tu te rappelles bien, dans notre entretien passé, j'avais parlé de la vente de l'eau en bouteille. Oui? Il existe des entreprises qui produisent de l'eau. J'avais donné un exemple de Kinshasa en RDC. Il suffit d'entrer en contact avec ces entreprises pour signer un partenariat de distribution de leurs produits. Je pourrais donner l'exemple de Svista, Canadian, American, Eden, et autres. L'objectif premier de toutes ces entreprises, c'est vendre. Étant partenaire, tu as plusieurs avantages. Lesquels par exemple? Tu achètes au prix de l'usine. On peut donc revendre aux détaillants à un prix supérieur ou égal au prix d'achat. Ça par exemple, et tu as droit à une livraison gratuite des produits à ton point relais. Surtout ça. Un travail de moins car on ne va pas se déplacer pour avoir les produits. Tu as un bonus si tu atteins l'objectif fixé sur les ventes. Ok. Ce qui permet de se faire encore plus de bénéfices. Tu as le monopole dans un rayon de distribution bien défini. Comment ça? C'est-à-dire qu'aucun autre grossiste ne doit se retrouver dans les environs. On peut donc développer un réseau de détaillants pour vite déstocker les produits. Avec cet exemple,
tu verras qu'après signature du contrat, le travail sera seulement de passer la commande. Et attendre que les détaillants viennent acheter les produits. Mais on peut aussi vendre en détail? Si tu le souhaites. Mais cela n'est pas une obligation. Même si le revenu était le même, le grossiste travaillerait moins qu'un détaillant. Ok, je vois parfaitement la différence. C'est tout comme exemple? C'est pratiquement le même principe avec d'autres types de boissons. Si tu as signé un partenariat avec les entreprises brassicoles sur la distribution de leurs produits, les avantages vont dans le même sens. C'est considéré comme des dépôts relais? Exactement. Un autre exemple, si tu veux. Bien sûr. La friperie. Vendre les habits? Pas dans le sens de vendre en détail, comme on le voit dans plusieurs marchés. Non. Tu as un entrepôt pour la vente en gros. Donc un point de ravitaillement de tous les détaillants de la friperie. C'est pour la vente en gros, effectivement. Il y a un autre exemple qui me vient en tête. Je vous écoute. Tu vois les boutiques dans ton quartier? Les boutiques de... Les boutiques de tout, mais surtout les produits vivriers. Ok, je vois. Si tu deviens leur grossiste, ou alors leur point de ravitaillement, tu passes la commande à la source, et les boutiquiers viendront s'approvisionner chez toi. Les produits comme la farine de maïs, l'huile de palme, l'huile raffinée, le savon en poudre, le riz. Bref, tous les produits vivriers qui sont consommés au quotidien et qui ne périssent pas rapidement. Cela fait déjà une grande différence. Non seulement il doit venir acheter chez toi, mais aussi il doit vendre en détail à chaque client. Un travail vraiment fatigant. La chose qu'on essaie d'éviter le plus. Ça sera pareil si tu mettais en place un dépôt pharmaceutique. Le principe reste le même? C'est vraiment pareil. Tu passes la commande à la source. Les pharmacies des environs viendront s'approvisionner chez toi. Intéressant. Je pourrais ajouter d'autres exemples qui vont dans le même sens. Allez-y. C'est dans la diversité que le bon choix peut être facile. Les gens cherchent les bouteilles de gaz ou le kit complet pour la cuisine. Ok, Tu peux négocier avec cette entreprise pour commencer à vendre tous leurs produits en gros. pas mal comme idée. Et là, tu choisis un endroit où la demande est très élevée. La livraison étant gratuite, ton travail sera seulement d'appeler pour passer une commande. C'est vraiment différent avec un détaillant. Je vais te présenter d'autres activités qui pourraient aussi t'intéresser. Les business qui ne demandent pas beaucoup d'efforts? Cette fois, avec un risque qui commence à s'élever. Ah bon? Tu sais qu'il est aussi possible d'investir dans les distributeurs automatiques des billets de certaines banques? Dans une banque? Comment ça? Il y a effectivement certaines banques qui sont prêtes à sous-traiter leurs distributeurs. Ah bon? Oui, si la banque t'accorde ce partenariat, tu es notifié à chaque fois que le seuil minimum est atteint. Et ton travail sera de réapprovisionner le cash dans le distributeur. Et comment on gagne l'argent? Tu as un pourcentage sur la commission générée sur toutes les transactions des clients sur ce distributeur. Parmi les éléments qui doivent être discutés, à part la commission, il y a la sécurité et le transport du cash. Je vois maintenant le risque auquel vous faites allusion. Le bénéfice est aussi important vu la présence de ces risques. Tout naturellement. J'ajoute un autre exemple, Bien sûr. les stations de service. Pour la distribution du carburant? Tu peux le faire en propriétaire ou en sous-traitance. Vraiment? Oui, une fois mise en service, ton travail sera de passer la commande et attendre que les détaillants et autres clients viennent acheter le carburant. Ok, c'est intéressant. Même s'il y a toujours un grand risque derrière. La demande était claire, on essaye de donner les exemples de business qui ne font pas trop souffrir. Tout à fait. Au fait, il faut seulement analyser le business tout autour de toi et voir si tu peux appliquer le même principe. J'ai vraiment compris l'idée. Mais s'il y a d'autres exemples, vous pouvez toujours partager ici. Question d'aider peut-être celui qui n'a pas encore choisi un secteur dans lequel investir. Ok, un autre exemple que je pourrais peut-être ajouter, les chambres froides pour les vivres frais. Ah bon? Oui, sauf que là c'est un peu différent. Comment ça? Il faut vraiment une très grande chambre froide. Suffisamment grande pour conserver un gros volume des vivres frais. Pourquoi très grande? Si tu ne veux pas travailler dur, ou souffrir comme tu le disais, il faut une chambre froide avec une grande capacité de conservation pour avoir un partenariat avec les producteurs de ces vivres frais.
Ah bon? Ok, je vois. Si jamais tu as ce partenariat et que tu n'es pas en mesure de stocker même la quantité minimale, tu vois ce que cela peut faire? J'ai effectivement compris la raison d'avoir une grande chambre froide. Les exemples sont nombreux. Si tu analyses bien ton entourage, tu verras qu'il y a une opportunité à saisir. Je vois que vous vous y connaissez parfaitement bien. Tu sais, il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas d'avoir des diplômes dans les grandes universités. Juste avoir le bon sens. Vous avez raison. Tu peux aussi investir dans tout ce qui est quincaillerie, tu sais, Ah bon? Je n'y avais même pas pensé. même dans la cimenterie, briqueterie et autres matériaux de construction. Ou alors dans une carrière de sable, pierre, et tout ce qui va avec. Vous avez donné suffisamment d'exemples de business dans lesquels investir pour quelqu'un qui ne veut pas attendre longtemps son retour sur l'investissement. Effectivement, ces exemples, c'est pour celui qui a aussi suffisamment d'argent pour investir. Tout naturellement. Nous sommes presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, et comme d'habitude, un mot pour clôturer? Je ne peux pas finir avant de donner le dernier exemple quand même. On garde le meilleur pour la fin, dit-on. Wow! Lequel? Si tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas beaucoup travailler, et que tu estimes que tu as de l'argent pour travailler pour toi, tu peux devenir actionnaire. Actionnaire? Actionnaire dans une entreprise de ton choix. Ok, et ça se passe comment? Tu places ton argent dans une entreprise pour augmenter sa productivité. Ah bon? Et l'entreprise te reverse un pourcentage de son revenu selon le montant investi. Et si cette entreprise ne fait pas de bénéfices malgré ton investissement? Comme le risque zéro n'existe pas, dans ce cas tu n'as rien pour cette période. C'est pourquoi il ne faut pas investir, juste pour être actionnaire. Ok, un exemple d'une entreprise dans laquelle investir comme actionnaire? Certains secteurs peuvent présenter des opportunités, mais cela peut évoluer en fonction des conditions économiques. Les secteurs comme la banque, l'assurance, le télécom, l'agroalimentaire et autres. Mais les technologies de l'information, la santé, les énergies renouvelables et le commerce sont souvent considérés comme des secteurs en croissance. À chacun son choix. Il te restera juste de constater les gains sur ton compte chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Selon le type d'actionnariat. Tout à fait. Merci infiniment, Monsieur John. Voilà, comme vous l'avez compris, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez aussi à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Nous vous aimons, et à la prochaine.